Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 31 décembre 2025 et notre cher ami Max Blumenthal est avec nous. Bon retour parmi nous, Max. Ravi de te voir, Nima. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton « J'aime ». Vous pouvez suivre Max sur son site web, thegrayzone.com. L'adresse se trouve juste sous son nom. Vous pouvez également le suivre sur YouTube, sur sa chaîne du même nom, The Gray Zone. Max, commençons par la rencontre entre Donald Trump et Netanyahou, l'un des principaux sujets. Si je ne me trompe pas, c'est la 7e fois que Netanyahou se rend aux États-Unis pour parler avec Donald Trump. On a interrogé Trump au sujet de l'attaque israélienne contre l'Iran. Il a déclaré qu'en ce qui concerne le programme de missiles iranien, ils peuvent frapper, ils peuvent attaquer l'Iran. En ce qui concerne le programme nucléaire iranien, ils avancent rapidement. Donne-t-il en quelque sorte la permission à Israël d'attaquer à nouveau l'Iran? Il ne se rend peut-être pas compte qu'il agit ainsi, mais il aurait apparemment adopté cette mentalité lors de la réunion, celle selon laquelle il devait dire à Netanyahou tout ce qu'il voulait entendre et lui rendre service, car un demi-milliard de dollars de financement de campagne, à l'approche des élections de mi-mandat, y est lié par l'intermédiaire de personnalités comme Myriam Adelson. Elle se trouve maintenant au rassemblement de la classe Jeffrey Epstein américaine à Saint-Barthélemy, cette île des Caraïbes, où se trouvent tous les yachts des riches résidents, dont le Queen Mary de Myriam Adelson, le yacht de Jeff Bezos, celui de David Geffen, celui de Victor Pinchuk. Ils y sont tous. Et ils ont Donald Trump entièrement sous leur contrôle. Myriam Adelson parle au nom de Netanyahou. Elle représente Israël. Speaks for Netanyahu. She represents Israel. Donald Trump just paid tribute to her. Donald Trump vient de lui rendre hommage lors de sa fête de Hanouka à la Maison-Blanche, où Mark Levin, qui est en quelque sorte la voix de Netanyahou dans les médias américains, a passé son bras autour de Trump d'une manière que je n'avais jamais vue, le manipulant presque comme une poupée de chiffon, et l'a proclamé premier président juif. On pouvait voir que Trump était même un peu mal à l'aise face à cette démonstration, mais il sait d'où vient son beurre. Et cela, je pense, a alimenté la scène embarrassante et dangereuse que nous avons vue à l'arrivée de Netanyahou, pour la 7e fois cette année, tu disais. En fait, Trump est le babysitter et il doit s'occuper de Netanyahou. Et il semble aussi y croire. Mais Donald Trump, je veux dire, il est aussi mentalement affaibli. Personne ne sait vraiment en quoi il croit à Washington, y compris les personnes les plus proches de lui. Et il a tendance à faire ce genre de déclarations irresponsables, que ce soit à propos, comme nous pourrons en parler plus tard, de la CIA qui aurait soi-disant attaqué un quai quelconque au Venezuela, ou du fait que l'Iran ne devrait pas être autorisé à posséder de missiles balistiques. Ce qui revient à exiger du président américain que l'Iran renonce à toute sa capacité de dissuasion et se rende, en somme, devant le monde et devant Israël, ce que l'Iran ne ferait jamais. Il n'a même pas précisé « Oh non !» Ils ne peuvent pas avoir de missiles balistiques d'une portée supérieure à 1600 km ou quelque chose de ce genre. Il a dit tous ces missiles balistiques parce que c'est ce qu'il pensait que Netanyahou voulait entendre. Et ainsi, il prépare le terrain pour une guerre avec l'Iran, ce que Netanyahou voulait clairement faire. Car avant même la rencontre, Netanyahou avait publié sur X une image générée par Aya, le montrant avec Donald Trump dans le cockpit d'un bombardier B-2, prêt à bombarder l'Iran. Voilà la liste de vœux de Hanouka de Netanyahou. Et Donald Trump l'a livré verbalement. Mais je pense que les chefs d'état-major, le Pentagone, la direction militaire, des personnes au sein de l'administration ne veulent pas forcément être replongés dans une guerre où ils ont perdu un tiers de leur stock de missiles antiaériens THAAD simplement pour défendre Israël pendant 12 jours, au moment même où les États-Unis renforcent leur livraison d'armes à Taïwan,
une enclave impériale qui a autant besoin de missiles THAAD que quiconque. Et puis il y a l'Ukraine. Nous n'en avons même pas encore parlé. Donc une rhétorique désastreuse de la part de Donald Trump qui pourrait en réalité n'avoir aucune conséquence tant il est complètement déconnecté. Et j'accepterai l'analyse médicale selon laquelle il souffrirait d'un certain stade de démence à ce stade, compte tenu de ses performances au cours de la semaine passée. Voyez-vous un lien entre ce dont parle Donald Trump, en particulier à propos de l'Iran, d'Israël et des élections de mi-mandat aux États-Unis? Il y avait de l'inquiétude et de l'anxiété parmi les intermédiaires de Netanyahou aux États-Unis, au sein du lobby pro-israélien et dans le cercle personnel de Netanyahou, quant à la fiabilité de Donald Trump après sa rencontre avec Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, au cours de laquelle il a pris plusieurs engagements, notamment la livraison de F-35 à l'Arabie saoudite. Et puis, il y a la question de la corruption pure et simple de Donald Trump par les membres de la famille royale saoudienne via leurs fonds souverains et cette plateforme d'échange de crypto-monnaies que les fils Trump ont créée, appelée World Liberty Financial, qui sert en réalité de cadre à une forme de corruption légalisée. Il craignait également que Donald Trump ne se rapproche trop du Qatar, qui accueille la direction politique du Hamas. Donald Trump a accepté des centaines de millions de dollars, voire des milliards, en pots de vin, ou du moins en pots de vin de facto, de leur part également. Ainsi, Netanyahou est entré dans cette rencontre déterminé à obtenir une démonstration de loyauté de la part de Trump, que Trump le reconnaisse essentiellement comme son véritable patron. Et c'est ce qui s'est produit. Je pense que cela s'explique par les élections de mi-mandat à venir et par le besoin de Donald Trump de financer ces élections, ainsi que les candidats alignés sur lui. Je ne sais même plus si on peut encore les appeler MAGA, ni ce que MAGA signifie vraiment. Une grande partie de ce financement provient des cercles likoudniks, de milliardaires likoudniks liés à Benjamin Netanyahou. C'est donc vraiment de cela que relevait la rhétorique de Trump. Mais l'Iran a démontré qu'il pouvait dissuader Israël et infliger des dégâts considérables lors de la dernière guerre de 12 jours. Les États-Unis ont non seulement souffert à cause de la quantité d'armement et de ressources militaires qu'ils ont dû déployer pour défendre Israël, mais Trump a également été affaibli au sein de sa propre base et même parmi certains de ses plus proches alliés, y compris le défunt Charlie Kirk, qui se trouvait à la Maison-Blanche et suppliait littéralement Trump de ne pas s'impliquer. Je pense donc qu'il sera plus difficile de s'engager dans un nouveau conflit. Ce qui se passe actuellement avec les manifestations est quelque chose qu'Israël cherche à utiliser comme une arme afin d'affaiblir l'Iran et de démontrer à Trump que le gouvernement iranien, le système de la République islamique, est en réalité fragile. Ils font tout leur possible pour instrumentaliser les protestations économiques afin de préparer le terrain à une opération conjointe américano-israélienne. En réalité, comme tu le sais, je suis en Iran. Et si tu regardes les médias, qu'ils soient traditionnels ou même alternatifs, ils parlent d'énormes manifestations ici, de gens qui descendent dans la rue. Il y a bien quelques protestations locales, peut-être 50, 60, 80 personnes qui se rassemblent, tu vois, pour souligner que l'économie ne va pas bien et qu'il y a de l'inflation. Mais rien de très important, rien de comparable à la manière dont ils essayent de présenter la situation en Iran. Qu'en penses-tu? As-tu vu toi-même certaines des manifestations? J'en ai pas vu moi-même, seulement quelques vidéos. Penses-tu que les partisans de la République islamique sont nerveux à propos des manifestations? Sont-elles purement d'ordre économique ou bien idéologique?
in nature or are they ideological? Ils sont totalement libres. Ils n'essaient même pas de les empêcher de manifester. Yeah. Vous pouvez faire ce que vous voulez, demander ce que vous voulez. Well, I mean, I spoke to two Eh bien, j'ai parlé à 2 Américains qui ont récemment visité l'Iran et sont partis avant le déclenchement des manifestations, et ils m'ont décrit une crise inflationniste. Mais j'avais déjà constaté cela lorsque j'y étais en mai. Des Iraniens de la classe moyenne, des professionnels, m'ont dit qu'ils travaillaient énormément, mais que la monnaie perdait de plus en plus de valeur. Ils ne peuvent pas acheter de voitures neuves, ils ne voient pas vraiment le fruit de tout leur travail. Une personne m'a dit « Je me sens comme une ratée. C'est tellement démoralisant. » C'est la mère d'un jeune enfant, quelqu'un d'extrêmement compétent, qui gagnerait un salaire à 6 chiffres aux États-Unis, compte tenu de ses compétences. Et c'est bien là le problème. Les personnes à qui j'ai parlé ne blâmaient pas le système de la République islamique, mais c'était parce qu'elles soutenaient la position globalement contre-hégémonique de la République sur la scène internationale. Elles en étaient fières et soutenaient la Palestine. Il y a aussi d'autres personnes, même dans le camp réformiste, qui se demandent pourquoi l'Iran soutient la Palestine. Compte tenu de la pression économique, des sanctions et des risques que cela lui fait courir en raison de sa proximité avec Israël. Ainsi, ces types de personnes qui ont moins d'éducation politique et qui se préoccupent surtout de leur statut de classe moyenne, je pense que ce sont celles qu'Israël et son appareil de propagande essayent de convaincre et d'utiliser comme arme. Jusqu'à présent, je ne vois pas ça se produire, surtout après toutes les pertes civiles subies pendant la guerre de 12 jours. Je pense qu'il y a une plus grande conscience politique chez les Iraniens, même dans la classe moyenne, quant aux enjeux. C'est une crise presque entièrement provoquée par les sanctions, et je ne pense pas qu'il puisse y avoir de débat à ce sujet. Je suis sûr qu'il y a de la mauvaise gestion dans l'économie iranienne. Il y a aussi une mauvaise gestion massive dans la nôtre. Je sais que le dernier gouverneur de la Banque centrale a été remplacé. Maintenant, il parle de remplacer l'actuel chef de la Banque centrale. Mais la Banque centrale dispose d'environ 250 milliards de dollars de réserves. Enfin, elle n'y a en réalité pas accès. C'est ce qu'il y a dans les réserves. Mais elle ne peut pas y accéder, car ces fonds sont détenus à travers le système financier international et les sanctions empêchent la Banque centrale d'atteindre cette liquidité. C'est cela qui a alimenté la crise inflationniste. Et c'est voulu. Je veux dire, si vous écoutez les idéologues néoconservateurs de Washington, par exemple, à la Foundation for Defense of Democracies, comme Mark Dubowitz et ses personnages, qui sont en gros des relais du renseignement israélien, ils se vantent d'avoir provoqué une crise inflationniste en Iran. J'ai examiné un livre écrit par l'un des architectes des sanctions contre l'Iran, nommé Richard Nephew, qui a travaillé dans des administrations démocrates. Son livre s'intitule The Art of Sanctions et il s'est même vanté dans ses pages d'avoir limité la quantité de poulet disponible pour les Iraniens pendant le Nowruz. Ils sont donc très transparents à ce sujet. Rudy Giuliani, un proche allié de Trump, a prononcé un discours devant les membres de l'OMPI, la secte du changement de régime dirigée par Mariam Rajavi. Je crois qu'il était à Paris et il a déclaré « Les Iraniens vendent leurs organes dans la rue. C'est formidable. Les sanctions fonctionnent. » Je pense donc que dans la mesure où cela est causé par les sanctions et que les Iraniens en sont conscients, les manifestations resteront locales, internes et centrées principalement sur les questions économiques. Il sera difficile de les transformer en une sorte de révolution colorée, femmes, vie, liberté, où des foules de jeunes descendraient dans la rue pour réclamer la chute de la République islamique. Mais un autre point, à mon avis,
n'a pas été suffisamment souligné. Lorsque la guerre de 12 jours contre l'Iran a été lancée par Israël, l'arme la plus dangereuse de l'arsenal israélien était les cellules du Mossad qu'ils avaient recrutées au sein même de la population iranienne. Je sais que beaucoup de ces agents du Mossad étaient des migrants, mais cela a vraiment soulevé des questions sur la violence pendant les manifestations, femmes, vie, liberté, et sur la capacité d'Israël à utiliser même des protestations à base économique comme vecteur pour alimenter le sabotage et la violence par l'infiltration du Mossad. Quelque chose que j'ai remarqué en Iran lorsque j'y étais, c'est que le pays ne donnait pas l'impression d'un État policier. C'est une société chaotique, densément peuplée, et l'appareil sécuritaire ne peut pas tout contrôler, ni surveiller chaque recoin. Ainsi, le sabotage se produit et l'infiltration passe. Mais jusqu'à preuve, cela ne s'est pas produit avec ces manifestations. Oui, je pense que ton analyse est juste. Max, tu as mentionné le cas de Charlie Kirk. Et lors du dernier rassemblement de ça, on voit deux forces s'affronter. D'un côté, il y a Tucker Carlson, voire Steve Bannon, et de l'autre, Ben Shapiro et ses partisans. Entre les deux, on trouve Megyn Kelly, qui essaie de ménager les deux camps, ce qui n'était plus possible après que Ben Shapiro a déclaré « Tu ne peux pas faire ça. Tu es soit avec nous, soit contre nous. » Mais quand on regarde TEPUSA et les questions que posent ces jeunes, des questions adressées à Tucker Carlson et même à Ben Shapiro, penses-tu que le mouvement, ou plutôt l'élan créé par TEPUSA, est en train de s'essouffler? Ou bien vois-tu qu'après la tentative d'assassinat de Charlie Kirk, il y a encore des jeunes qui demandent « Quel est l'intérêt pour les États-Unis de soutenir Israël? Quel est l'intérêt de ces guerres sans fin? » Sur quelle question veux-tu que je me concentre? La division ou bien savoir s'il y a davantage de sentiments anti-guerre au sein de la base conservatrice? La division. Je veux parler de la division, car elle est importante pour comprendre le comportement de Benjamin Netanyahu. Eh bien, la division ne concerne pas seulement Israël. Israël est l'un des principaux sujets qui divisent les conservateurs, et c'est une fracture générationnelle. Regardez Nikki Haley, ancienne ambassadrice de Trump à l'ONU, ancienne gouverneure de Caroline du Sud, une néoconservatrice totale qui voulait devenir présidente et a été rejetée par la base républicaine. Son message à Israël pendant le génocide de Gaza était « finissez-les » et elle a signé des obusiers israéliens qui allaient être tirés sur des quartiers civils de Gaza. Son fils, quant à lui, est plutôt centré sur le mouvement Groyper, America First, s'oppose à la relation spéciale entre les États-Unis et Israël et veut être une voix pour sa génération. Donc, à bien des égards, c'est une fracture générationnelle. Cela signifie que les jeunes ont tendance à être plus anti-guerre en général aux États-Unis. Car où ces guerres les ont-elles menées? Qu'ont-elles apporté? Leur statut décline. Le niveau de vie aux États-Unis baisse et pourtant le budget militaire américain ne cesse d'augmenter. Alors ils font le lien. Lors de la conférence de TEPUSA, quand Ben Shapiro a prononcé son discours de 20 minutes, qui était principalement une attaque contre Tucker Carlson et Candace Owens, il parlait en partie au nom de Donald Trump et de J.D. Vance. Je veux dire, c'était aussi une attaque contre Nick Fuentes. Il attaquait Fuentes au nom de J.D. Vance parce que Fuentes avait traité la femme hindoue de Vance d'une insulte, en gros, l'équivalent de l'appeler par le mot commençant par N, et il ne cesse de provoquer J.D. Vance. Et Vance ne peut pas vraiment répondre de manière crédible. Ainsi, Ben Shapiro se positionne comme la voix de l'establishment MAGA, mais aussi comme celle de la classe des donateurs, qui influence le comportement de Trump lorsqu'il rencontre Benjamin Netanyahu, lui promet tout et s'engage pratiquement à attaquer l'Iran. Donc que Ben Shapiro soit populaire ou non, et il a beaucoup perdu en popularité,
On peut le voir dans les chiffres de son podcast. Ils sont en baisse. Il continue de parler au nom de forces très puissantes. Et cela montre à quel point la marque America First de Donald Trump a perdu de sa crédibilité. On a une figure comme Ben Shapiro, qui était un Never Trumper au début du premier mandat de Trump, et qui a quitté Breitbart parce qu'ils étaient pro-Trump. Aujourd'hui, il est devenu le porte-étendard de l'establishment trumpiste. Puis il y a des figures comme Tucker Carlson, l'un des premiers représentants de la marque America First, qui a pris la parole à la convention républicaine de 2024, a toujours été très proche de Trump et est un ami intime de J.D. Vance. Et pourtant, bien qu'il ait parlé à l'AMFest de TPUSA, il n'est plus vraiment le bienvenu à la Maison-Blanche. Et à bien des égards, il est en quelque sorte perçu comme un ennemi parce qu'il a critiqué Trump sur Israël, sur la guerre avec l'Iran, sur tant de sujets où la base se sent trahie. Et puis il y a Candace Owens, qui je pense est profondément plongée dans les différentes théories autour de la mort de Charlie Kirk. Et ces théories sont utilisées, puisqu'elle est incapable de fournir des preuves, pour la discréditer par des figures comme Ben Shapiro. Et ensuite, Nick Fuentes agit un peu de son côté, en attaquant tout le monde. Il a eu cette sorte de prétendue séquence générationnelle qui semblait très coordonnée et organisée à travers tous les principaux podcasts de droite. Il s'est entretenu avec Tucker, il s'est entretenu avec Candace, il s'est entretenu avec Dave Smith. He sat down with Tucker, he sat down with Candace, he sat down with Dave Smith, he sat down with Red Scare. Il s'est assis avec Red Scare. C'était comme une série ininterrompue. On avait l'impression qu'une force puissante le poussait à travers cette soi-disant épopée générationnelle. Et puis, après tout ça, il s'en prend à Candace Owens, se demandant pourquoi elle est en Angleterre pour une chasse aux faisans. Il attaque de nouveau Tucker Carlson après qu'ils se sont soi-disant réconciliés et il se moque ouvertement de J.D. Vance. C'est donc une sorte d'agent du chaos qui pourrait même ne pas inciter les gens à voter pour J.D. Vance. Et ensuite, qu'est-ce que TPUSA aujourd'hui? Après l'assassinat de Charlie Kirk, c'est essentiellement une immense arnaque au profit des dirigeants restants, ces lieutenants, qui demeurent pour la plupart inconnus du grand public américain, incapables d'égaler son charisme et dépourvus de sa finesse politique. Et la seule personne reconnaissable du grand public est Erika Kirk, qui a remplacé son mari avec enthousiasme et qui est maintenant la cible, je pense, de moqueries tout à fait justifiées sur Twitter. On regarde tous ces mèmes. Par exemple, une veuve normale, en deuil de son mari, disparaît de la société pendant des mois. Et puis il y a Erika Kirk, et on montre une Madonna de 60 ans dansant autour d'une barre sur scène ou une femme lançant des feux d'artifice depuis ses fesses. Voilà les mèmes qui se moquent d'Erika Kirk. Et qu'est-ce qu'Erika Kirk faisait sur scène à TPUSA? Elle avait une conversation amicale avec Nicki Minaj, l'une des figures les plus vulgaires issues du monde du rap commercial, qui aujourd'hui donne l'impression qu'un milliardaire proche de Trump l'a acheté. Et la voilà sur scène, en train de défendre l'assaut militaire de Trump contre le Nigeria, qui est évidemment une manœuvre pour piller le pétrole et les ressources minérales du pays. Et Erika Kirk est juste là. Vous savez, j'ai dit ça lors de notre diffusion en direct la semaine dernière sur The Grey Zone. Si quelqu'un me faisait sauter la tête, qu'un nazi ukrainien ou un fanatique sioniste me tirait dessus pendant un événement public, ma femme, Anya, ne participerait pas à un entretien avec un rappeur vulgaire quelques mois plus tard, avec des effets pyrotechniques. J'en suis certain. Elle ne ferait même pas un entretien avec un rappeur minable de SoundCloud. Ça n'arriverait tout simplement pas. Donc ce n'est pas une personne normale.
C'est un individu profondément narcissique et perturbé, et cela soulève beaucoup de questions sur le mariage dès le départ. Mais cela rebute une grande partie du public, alors que TPUSA est censé être la base de l'opération de mobilisation électorale pour quelqu'un comme J.D. Vance, qui est supposé être assuré d'obtenir l'investiture. Pourtant, J.D. Vance n'est pas assuré, car on le considère trop proche de Tucker Carlson. Et l'aile suprémaciste juive du mouvement pro-Trump n'aime pas vraiment J.D. Vance. Il ne leur montre pas assez de déférence. Je pense donc qu'ils ont préparé le terrain pour leur propre ruine électorale, à commencer par les élections de mi-mandat, et que celui qui a assassiné Charlie Kirk, supposons qu'il s'agisse de Tyler Robinson, supposons qu'il s'agissait peut-être d'un furry trans qui pensait que Charlie Kirk était un bigot anti-trans. Cette personne a en réalité éliminé l'une des figures les plus efficaces de la droite. Et maintenant, la droite est en plein désarroi. C'est presque comme l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui a complètement détruit le camp de la paix en Israël. Un assassinat d'ailleurs que la veuve de Rabin a accusé Netanyahou d'avoir encouragé. Souvenez-vous, Netanyahou a dû démentir à 2 reprises les théories selon lesquelles il serait responsable de la mort de Charlie Kirk. Il semble toujours avoir une certaine proximité avec des assassinats historiques. Mais ce fut un coup puissant porté à la droite qui a mis en lumière toutes les divisions sous-jacentes. Max, Netanyahou essaie de se rapprocher à la fois de Chypre du Sud et de la Grèce. Penses-tu que c'est une sorte de manœuvre de sa part pour contrer la Turquie? Parce que la partie nord de Chypre est sous contrôle turc et la partie sud sous contrôle grec. Que peut-il faire d'autre? Je ne vois pas vraiment l'importance des démarches qu'il entreprend. Quel est le but final à Chypre et en Grèce? But what is the end game in Cyprus and Greece? That's just it. C'est bien cela. Israël a installé de nombreuses stations d'écoute, utilisées par son unité 8200, son équivalent de la NSA, sur et autour du territoire grec. Ces ventes d'armes à la Grèce progressent à un rythme record. Il effectue des survols du territoire grec. Le gouvernement grec, très favorable à l'OTAN, prend presque ouvertement parti pour Israël dans son conflit avec la Turquie. Et puis il y a Chypre, qui est en train d'être colonisée par des Israéliens, principalement des Israéliens fortunés. Et cette colonisation devient un vecteur d'infiltration du renseignement israélien. Ils achètent énormément de terres à Chypre. Israël y met en place des centres communautaires. Et cela se fait malgré l'opposition locale, mais sans opposition du gouvernement. Encore une fois, il s'agit d'établir une base pour contrer la Turquie en Méditerranée. Et puis il y a la Syrie, où Israël a décidé que la Turquie ne devait pas y prendre pied et attaque donc constamment le gouvernement syrien, ce qui le met en désaccord avec Trump. Il semble que Trump ait conclu une sorte d'accord avec MBS lors de leur rencontre, en échange de tout cet argent de corruption pour défendre le gouvernement d'Ahmed al-Shara en Syrie. Ce que l'Arabie saoudite veut, c'est un ancrage majeur là-bas. Des investissements dans les infrastructures, des investissements dans les infrastructures pétrolières. Et Trump suit leur ligne pendant qu'Israël résiste. Ainsi, Israël essaie d'établir un mini-empire qui s'étend de la Méditerranée jusqu'au Bab el-Mandeb et à la mer Rouge, où il a reconnu le Somaliland et est devenu, je crois, le premier pays à le reconnaître officiellement. Pendant ce temps, plus de 30 pays ont reconnu un État palestinien. Israël cherche donc à obtenir un accès à des pays couvrant toute la région, et il compte utiliser cet accès pour y installer des bases militaires, des centres d'écoute, des couloirs aériens, et devenir une puissance régionale capable de résister aux États-Unis si ceux-ci tentent de reprendre le contrôle de leur chien d'attaque. Netanyahou a annoncé son projet d'un programme national de production militaire de 100 milliards de dollars
destinés à fabriquer des plateformes. Par le passé, les États-Unis ont interdit à Israël de produire son propre avion de combat car ils voulaient tirer profit de la vente des F-15, F-18 et nos F-35. Cet argent retourne aux dirigeants de Lockheed Martin et aux autres producteurs de ces plateformes de haute technologie. Mais maintenant, Netanyahou défie ouvertement les États-Unis et déclare « Vous allez continuer à nous fournir de l'aide et nous allons développer notre programme national ». Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite disposent de milliers de milliards de dollars à investir. Mais les États-Unis ne leur permettraient jamais de faire cela tout en protégeant leurs puits de pétrole. Israël, lui, s'en affranchit complètement. Il est évident qu'Israël n'agit pas au nom des États-Unis et qu'il est prêt à aller à l'encontre des intérêts américains pour s'imposer comme puissance hégémonique régionale. Certains diraient même comme puissance hégémonique mondiale. Donald Trump came to power in January 2025. Il est arrivé au pouvoir en janvier 2025 avec 2 conflits majeurs et un conflit potentiel. L'Ukraine, la situation en Israël et à Gaza, et le conflit potentiel avec Taïwan. Et maintenant, à la fin de 2025, nous avons un nouveau conflit en Amérique latine contre le Venezuela. Il regarde les chiffres. Il ne réduit pas les conflits, il les multiplie. Alors, quelle importance le Venezuela a-t-il aujourd'hui pour Donald Trump? Oui, il augmente le nombre de conflits et accélère les attaques américaines contre des pays déjà sous assaut des États-Unis. La Somalie, par exemple. Il y a eu un nombre record de frappes aériennes américaines sur la Somalie, alors même que Trump appelle à l'expulsion de tous les Somaliens des États-Unis, y compris des citoyens américains. Le Venezuela est un conflit complexe et à plusieurs niveaux, dans lequel Trump s'est d'abord impliqué à cause de son obsession pour l'expulsion massive des Vénézuéliens, dont la plupart étaient entrés légalement aux États-Unis grâce au programme TPS. Et pour mettre fin à ce programme, Trump a dû invoquer, selon le raisonnement de son propre Joseph Goebbels, Stephen Miller, qui est en quelque sorte le cerveau et la voix derrière toute la politique de déportation et de frontières, que Trump devait annoncer ou justifier légalement que les États-Unis étaient d'une certaine manière en guerre avec le Venezuela afin d'invoquer l'Alien Enemies Act de 1788. Alien Enemies Act. Et si les États-Unis étaient en guerre avec le Venezuela, tous ces migrants vénézuéliens seraient considérés comme des ennemis qu'il faudrait expulser. C'est ainsi qu'ils pourraient mettre fin au programme TPS et les expulser légalement. C'est ce que les États-Unis ont fait aux citoyens britanniques présents sur leur territoire en 1798. Alors, Stephen Miller est allé voir Trump et lui a dit « Faisons simplement la guerre au Venezuela et ensuite nous pourrons le faire. » Et Trump a répondu « Parfait. » Marco Rubio, le secrétaire d'État et directeur du Conseil de sécurité nationale de Trump, voulait attaquer le Venezuela pour des raisons idéologiques. Cela détruirait le moteur économique de la gauche latino-américaine et priverait Cuba d'énergie. Puis, dans l'esprit de Marco Rubio, Cuba commencerait à s'effondrer, car la population ne serait tout simplement plus capable de maintenir un réseau électrique. Il n'y aura plus de pétrole, en laissant de côté le fait que le Mexique exporte beaucoup de pétrole vers Cuba. C'est ainsi qu'il raisonne. Toute cette opération, à laquelle Pete Hegseth s'est empressé de se joindre après le fiasco de Signal Gate pour démontrer son succès et sa loyauté envers la mission, s'appelait Opération Lance du Sud. Elle a commencé par de fausses opérations anti-drogue, au cours desquelles de petits bateaux de pêche ont été attaqués par des équipes de Navy SEAL et des drones, tuant tous les hommes à bord, y compris lors de frappes doubles. C'était manifestement une fraude.
Ces frappes n'avaient aucune véritable valeur en matière de lutte contre le trafic de drogue. Mais l'objectif, selon la chef de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles, dans une interview très révélatrice accordée à Vanity Fair, était de continuer à frapper ces bateaux jusqu'à ce que Maduro capitule. Eh bien, ils ont continué à frapper les bateaux. Maduro n'a pas cédé. Cela a en réalité provoqué un scandale à Washington, car une vidéo de la frappe en double a circulé, horrifiant de nombreux sénateurs et membres du Congrès. Hegseth a refusé de publier la vidéo. Maduro reste en place jusqu'en novembre, et il commence à déplacer les frappes vers le Pacifique oriental, là où se déroule réellement le trafic de drogue. Le Venezuela n'est pas vraiment le principal point d'origine des drogues à destination des États-Unis. J'ai moi-même fait une petite analyse hier pour savoir quand la dernière frappe au large des côtes vénézuéliennes avait eu lieu. C'était le 20 novembre, il y a plus d'un mois. Ce qui signifie que la première phase de l'opération Southern Spear est entièrement terminée et qu'ils ont complètement abandonné le prétexte anti-drogue pour faire pression sur le Venezuela. Et maintenant, ils en sont venus à saisir des pétroliers vénézuéliens. Trump a annoncé une quarantaine de pétroliers vénézuéliens afin d'étrangler l'économie du Venezuela. Ils ont saisi 2 pétroliers. Il y en a un autre, appelé le Bella 1, qui navigue actuellement vers le nord dans l'Atlantique. Et les gardes-côtes n'ont pas réussi à monter à bord après avoir tenté de le faire. L'équipage a refusé de les laisser monter à bord. Ils ont peint un drapeau russe sur le flanc du navire et ont déclaré qu'ils appartenaient à la Russie. Et il semble que les gardes-côtes échoueront effectivement à monter à bord du Bella 1, ce qui constitue un épisode stupéfiant d'erreur et d'échec militaire. PDVSA, la principale compagnie pétrolière du Venezuela, ne modifie aucun de ses calendriers d'exportation ou de déchargement de pétrole. Les pétroliers continuent de quitter le Venezuela, comme l'a rapporté Reuters hier. Et pendant ce temps, 10% de la marine américaine sont déployés au large des côtes du Venezuela, avec davantage de forces spéciales mises en avant. Que font-ils là-bas? Combien de temps cela peut-il durer? Quel est le but? Où cela mène-t-il? Personne ne le sait. L'opinion publique américaine y est fermement opposée. L'opinion publique vénézuélienne y est également opposée, quelles que soient ses opinions sur Maduro. Et Trump n'a aucune stratégie de sortie claire sans perdre la face. Les médias américains commencent à comprendre que Maduro ne partira pas. Alors, que va-t-il se passer ensuite? C'est la question, je pense, car tout le monde parle des propos erratiques et décousus de Trump. D'abord dans une émission de radio, puis lors de sa rencontre avec Netanyahou, à propos des États-Unis, qui auraient frappé un port qu'il a qualifié de centre de déchargement de drogue au Venezuela. Il semblait en réalité faire référence à un incendie dans une usine de fourniture pour le bétail à Maracaibo, appelée Primazol. On dirait qu'il invente peut-être cette histoire. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il dit vraiment que les États-Unis ont frappé le Venezuela pour se donner une porte de sortie? De la même manière qu'il s'est offert, ainsi qu'à Israël, une issue à la guerre de 12 jours avec l'Iran en lançant l'opération Marteau de minuit, où le bombardier B-2 a essentiellement attaqué Fordo sans réussir à détruire les stocks d'uranium, mais en donnant à Trump au moins la justification pour dire « Très bien, ça suffit, tout le monde arrête de se battre ». Est-ce que c'est la tentative de Trump de se dégager d'une situation où il perd la face, où des scandales éclatent chaque semaine et où ils ne parviennent même pas à arrêter un pétrolier avançant lentement? Je pense que nous aurons la réponse à cela au début de la nouvelle année. En regardant la situation en Ukraine, nous avons encore travaillé avec Kushner, tout en discutant avec Dimitri de l'autre côté. Vous savez, ces personnes sont pour la plupart liées entre elles.
compte tenu de leurs affaires. Pensez-vous que l'attitude de l'administration Trump contribue d'une manière ou d'une autre à mettre fin au conflit en Ukraine? Ou cela complique-t-il, d'une certaine manière, la situation? Parce que Lavrov ne participe pas activement aux négociations. Les discussions ont lieu entre un groupe de personnes principalement intéressées par les affaires. Alors, quelle importance l'Ukraine a-t-elle pour Donald Trump en ce qui concerne la fin du conflit? Est-ce quelque chose qui compte vraiment pour lui? C'était un argument de vente pour Trump en 2024. C'est en partie pour cela qu'il a été élu. Beaucoup d'Américains en avaient assez de ce conflit. Ils étaient fatigués de voir Zelensky venir à Washington pour demander des dizaines de milliards de dollars pour une guerre qu'il ne pouvait pas gagner, gaspillant d'innombrables vies. Trump avait promis de mettre fin au conflit en 24 heures. Mais il est vite apparu qu'une fois de plus, il s'était entouré de figures proches des néoconservateurs, que Keith Kellogg était un partisan de la guerre par procuration qui n'allait pas laisser le conflit se terminer, et que Donald Trump avait perdu le contrôle de son programme. La soi-disant faction Vance au sein de l'administration n'était pas aussi puissante que la faction de Marco Rubio, qui s'est délibérément opposée à un cadre de négociation viable avec les Russes. Remeste Kai tout non impossible. Et puis, il y a la direction militaire. Ils vont tous passer par la porte tournante et aller travailler pour des entreprises d'armement, des fabricants d'armes qui ont énormément profité de la guerre par procuration en Ukraine. Ainsi, Donald Trump a perdu le contrôle de son programme à ce niveau. Je ne pense pas que les Russes croient réellement que les États-Unis soient un médiateur honnête ou fiable. Et comme vous l'avez dit, Lavrov ne participe pas personnellement à ces réunions. Ce sont Dmitriev et d'autres qui agissent davantage sur le plan économique. C'est pourquoi ils se réunissent à Miami. Et pour la Russie, si elle peut obtenir un certain allègement des sanctions à l'avenir, ce sera une victoire pour elle. Mais je pense que, comme pour la Syrie et d'autres conflits récents, la guerre par procuration en Ukraine se décidera sur le champ de bataille et que ce sera la force militaire brute qui déterminera comment et quand elle prendra fin. Une percée à travers Pokrovsk et les villes fortifiées que l'Ukraine a construites, entraînant les troupes russes vers des zones plus plates, se dirigeant à nouveau vers l'oblast de Kiev, pourrait probablement signifier la fin de l'armée ukrainienne. Et cela nous montrera sans doute que l'Ukraine aurait dû négocier à Istanbul en 2022 et conserver la majeure partie du territoire qu'elle possédait. C'est la direction que cela prend. Et la tragédie, c'est que des dizaines de milliers d'hommes perdront la vie, alors que tout cela aurait dû se terminer il y a des années. Avant de conclure, Max, je pense que le cas de la Chine est vraiment important. Chaque fois que Donald Trump parle de la guerre en Ukraine, il dit c'est la guerre de Biden. Mais la guerre en Ukraine a en réalité commencé en 2014. L'administration Obama était alors en place, puis nous avons eu la première administration Trump, ensuite celle de Biden, et maintenant à nouveau Donald Trump. Toutes ces administrations ont d'une manière ou d'une autre participé à cette escalade en Ukraine jusqu'à l'éclatement de la guerre en 2014. Tu vois la catastrophe en Ukraine. Vois-tu quelque chose de similaire se produire avec Taïwan? Eh bien, je veux dire, à quoi comparons-nous exactement Taïwan? Parce qu'ils envoient des armes. Tu te souviens, pendant la première administration de Donald Trump, il envoyait beaucoup d'armes à l'Ukraine et imposait de nombreuses sanctions à la Russie, malgré toute l'affaire du Russia Gate aux États-Unis.
Et il me semble qu'ils essayent maintenant d'envoyer encore plus d'armes à Taïwan. Je ne sais pas vraiment ce que Taïwan peut faire contre la Chine, ce pays gigantesque, car cela pourrait être un suicide de la part des Taïwanais. Well, part of this has to do with lobbying. The Taiwan lobby is Eh actually bien, une partie de tout cela a à voir avec le lobbying. Le lobby taïwanais est en réalité assez puissant à Washington. Il tisse des liens avec le lobby israélien et reçoit des financements de Lockheed et de nombreuses grandes entreprises de défense, si tant est qu'on puisse encore les appeler des entreprises de défense. Simplement parce que, vous savez, les ventes d'armes sont si importantes. Mais il s'agit de ventes d'armes records, et c'est une provocation directe envers la Chine. Et ce n'est pas seulement Taïwan. Ce sont aussi les Philippines et le Japon qui signent un traité de défense conjoint. Le Japon qui installe des systèmes de missiles sur les petites îles faisant face à la Chine, et la direction japonaise, de plus en plus militariste, qui efface de fait l'article 9 de sa constitution, lequel était de nature pacifiste. So pacifist in nature. It's not just Taiwan, it's the encirclement of Ce n'est pas seulement Taïwan. L'encerclement de la Chine se poursuit. Mais la Chine a une histoire et une philosophie géopolitique différente de celle de la Russie. La Russie a connu toute l'histoire des années 1990, lorsque les États-Unis ont mené ce que l'on pourrait qualifier d'holocauste néolibéral, au cours duquel 3 à 5 millions de Russes sont morts de décès excédentaires. Le pays a été pillé, ses actifs publics ont été envoyés à l'étranger, et il a sombré dans le chaos. Le pays a failli être balkanisé à travers la tentative de faire de la Tchétchénie un État indépendant, ce qui aurait pu conduire le Daghestan et d'autres régions à faire sécession ou à déclarer leur indépendance. C'était, en somme, une catastrophe. La Russie, toute la douleur qu'elle a connue dans les années 1990, a vraiment façonné sa compréhension de ce qui se passait en Ukraine à partir de 2014. Mais même avant cela, avec toutes les révolutions de couleur qui ont suivi l'assaut de l'OTAN contre la Yougoslavie, en passant par la Géorgie et la première révolution de couleur en Ukraine, la révolution orange, la Russie voyait les choses différemment. Elle faisait face à une menace bien plus existentielle en 2014 et en 2022 que celle à laquelle la Chine est confrontée aujourd'hui, de la part des pays alliés des États-Unis dans la région du Pacifique ou à Taïwan. Je pense que la Chine est beaucoup plus forte et plus confiante que ne l'a jamais été la Russie. Mais en même temps, les États-Unis ne peuvent aller que jusqu'à un certain point. Je pense que la Chine dépasse les États-Unis sur le plan économique et qu'une guerre serait le seul moyen pour les États-Unis d'inverser potentiellement cette tendance. Alors pourquoi la Chine jouerait-elle le jeu de l'Amérique? Oui. Merci beaucoup, Max, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Et bonne année à vous. Thanks a lot. Merci beaucoup, Nima. Bonne année.